Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Raphaël Lebel, le directeur de l'Observatoire de la finance durable. Le Climate Finance Day vient d'avoir lieu à Paris, on fera le bilan et puis on verra si les promesses des grandes banques sont tenues en la matière. Novembre, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire et ce sera le thème de notre débat. Quelles actions, quels événements, que faut-il attendre aussi de la présidence française de l'Union européenne à partir du 1er janvier? Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Famae Impact. C'est un tout jeune fonds de capital développement pour les entreprises à impact environnemental. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Raphaël Lebel, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le directeur de l'Observatoire de la finance durable. Bismart, partenaire du Climate Finance Day qui s'est tenu le 26 octobre dernier à Paris. Quel bilan, au-delà du coup de chaud avec quelques activistes qui sont venus, qui se sont invités à la fête, quel bilan vous en faites ? Un bilan très positif, malgré tout, enfin, même par rapport à votre référence. Ça montre que c'est un événement qui compte. Oui. C'est un événement sur lequel les acteurs financiers sont attendus et sont au rendez-vous. D'ailleurs, moi, je déplore le fait qu'on ait eu finalement quelques annonces qui ont pu sauter par rapport à ce décalage de timing. Mais nous, ce qu'on peut voir dans l'Observatoire de la finance durable aujourd'hui, c'est qu'il y a des avancées. Tant côté investissement vert que des investissements, mais je pense qu'on va... Oui, on va détailler ça. Ça représente quoi un événement comme celui-là pour l'Observatoire de la finance durable? Pourquoi c'est un rendez-vous important? C'est un rendez-vous important parce que déjà, on met à jour nos données. L'Observatoire de la finance durable en fait, suit la transformation du secteur financier pour savoir si on est en bonne ligne pour atteindre les objectifs de développement durable et tout particulièrement les objectifs climatiques. Donc on est en pleine COP. Les objectifs de l'accord de Paris, ça fait maintenant 6 ans. L'idée de l'Observatoire, c'est de rendre compte en toute transparence. Donc c'est vraiment une initiative de transparence des acteurs financiers. Et une fois par an, on met à jour toute la partie données sectorielles. En fait, on travaille avec les banques, avec les assureurs, les sociétés de gestion, vraiment représentatives du secteur financier de la place de Paris. On va collecter les données et on les publie en accès libre, en open data sur cet observatoire. Et c'est un événement important parce que là, avant-hier, la semaine dernière, on a mis à jour ces données avec des résultats. Alors, quels sont les progrès que vous pouvez mettre en avant? La grande demande qu'on a eue à la création de cet observatoire, c'était une demande de Bruno Le Maire, il y a 2 ans maintenant, de lancer cette initiative de transparence. La première attente que l'on a eue, c'était tout ce qui était sorti du charbon. On le sait, le charbon, c'est une des énergies fossiles les plus émettrices. On doit sortir des énergies fossiles, notre économie est carbonée, donc c'est un sujet important. Aujourd'hui, pour la première fois, on a les montants d'exposition des assureurs, des sociétés de gestion, des banques, et on voit que les acteurs français sont en avance par rapport aux autres acteurs internationaux. C'est moins d'1% de leurs actifs qui sont exposés. Pour les sociétés de gestion, c'était la première fois qu'elles dévoilaient ce chiffre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment montrer qu'on est en train de sortir des énergies fossiles. Là, je suis très positif et en même temps, à l'Observatoire, on est aussi très conscient que faire le suivi du charbon, c'est une première étape. Il faut absolument aussi suivre les autres énergies fossiles, le gaz, le pétrole. Et voilà, après, on voit en ce moment dans l'actualité en France, le gaz, ça peut être un sujet sensible. On en est encore très fortement dépendant. Mais voilà, comment on fait pour se transformer? Oui, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire ce bilan en toute transparence. Vous l'avez dit, je vous propose 2 informations, une citation et puis un chiffre. La citation, elle est de Bruno Le Maire. On est en 2017 au Climate Finance Day. Et voilà ce qu'il dit. Le climat a besoin de la finance, mais la finance a besoin de trouver du sens et devenir une finance verte. C'est la meilleure façon de gagner la bataille pour la planète. La finance sera verte ou ne le sera pas. C'est fort comme phrase. Elle doit être au service de la lutte contre le changement climatique et de l'intérêt général. Je mets ça en transparence ou en miroir plutôt avec un chiffre sur le financement des industries carbonées. Alors là, c'est les grandes banques mondiales, c'est pas les banques françaises. Entre 2016 et 2020, 3 805 milliards de dollars accordés à des producteurs d'énergie fossile. Ce chiffre, dans l'absolu, il ne dit pas grand-chose, sauf qu'il est, 2020, supérieur à celui de 2016.
Donc on se dit que 2016, c'est l'année qui a suivi l'accord de Paris. Est-ce qu'on se dit encore 5 années de perdu en voyant ces chiffres mondiaux, hein, je ne parle pas des institutions financières ou des grandes banques françaises, ou malgré tout, bon, voilà, on a commencé à faire le chemin, vous parliez du charbon? Eh bien, c'est ce qu'on peut se dire, en effet. Et c'est pour ça que ce suivi, cette transparence qu'on attend aujourd'hui des acteurs français, le gouvernement va essayer de le porter à l'international. Ouais. Donc la semaine dernière, il y a eu l'annonce d'un One Planet Data Hub, porté par l'initiative One Planet Summit, Ouais. que vous connaissez peut-être. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'engager les autres coalitions financières internationales, les autres pays, à faire le suivi de cet accord qu'on a pris à la COP21, de rester, si possible, atteindre les 1,5 degré, bien en dessous de 2 degrés. L'article 2C disait on doit s'engager à aligner les flux financiers sur cet accord. En France, on fait ce travail, on essaie de le faire, c'est imparfait, mais on avance pour faire ce travail de transparence. Eh bien, faut qu'on fasse ce travail de transparence internationale pour qu'on sache, là vous le dites, c'est un chiffre global, il est où, qui continue à financer, parce que c'est crucial, en effet, pour atteindre nos objectifs. On peut parler investissement vert, et c'est très bien d'avoir des investissements verts. Il faut maintenir une économie dans des pays développés. On est habitué à avoir un certain niveau de vie. Par contre, ce qui compte vraiment pour atteindre les objectifs de décarbonisation, c'est de désinvestir de tout ce qui est émetteur. Mais pourquoi c'est si long, Raphaël Lebel? Est-ce que c'est parce que les industries carbonées ont un fort rendement? Pourquoi c'est si long pour les institutions financières, pour les grandes banques, j'ai presque envie de dire, de se désintoxiquer, quoi? Alors, question le rendement, on entend même depuis quelques semaines plutôt une inquiétude parce que le rendement n'était pas si bon que ça. D'accord. Et il vient plutôt à la hausse. Non, c'est long parce qu'en fait, les acteurs financiers, c'est des accélérateurs. Outre le capital investissement, et le capital investissement est engagé, on a des chiffres, 1 milliard par an. Mais aujourd'hui, c'est un accélérateur. Si, Thomas, vous lancez une usine en France qui est alignée sur les objectifs bas carbone, qui crée de l'emploi et qui a besoin d'investissement, je vous assure qu'on a des investissements. Je vais le trouver, c'est sûr. Mais dans quoi investir? C'est ça la question. Donc, vu qu'on a une économie carbonée, les accélérateurs de l'économie ont forcément des difficultés. Par contre, ils ont aussi une responsabilité à comment accompagner, les banquiers, dans leur capacité, leur création monétaire, à faire des prêts, peut-être faire des prêts plus avantageux pour des projets plus vertueux que d'autres projets. Et tout ça, on en est conscient, et c'est ce qu'on essaye aussi de mesurer sur l'Observatoire de la finance durable. Oui. La Banque Postale annonce qu'elle sera la première banque au monde à sortir des énergies fossiles d'ici 2030. Est-ce que vous comptez, je reste dans la même logique, est-ce que vous comptez sur la concurrence? Parce que là, on se balade dans la rue, on trouve toutes les banques qui communiquent sur leurs investissements verts. Donc après, on a un peu envie d'aller voir derrière, dans l'arrière-cuisine pour savoir ce qu'il en est exactement. Mais est-ce que vous comptez sur la concurrence finalement pour accélérer encore ce mouvement, la concurrence entre les grandes banques? Oui, la concurrence, on le sait, est plutôt positive, donc ça va faire émulation. Donc oui, je compte sur la concurrence. Moi, personnellement, je compte sur la transparence. Oui. Et donc là, on aborde une autre partie de ce projet d'observatoire, c'est on fait le suivi des engagements des acteurs. Ça, c'est bien. Et donc aujourd'hui, vous pouvez trouver une base de données unique, accessible sur le site de l'observatoire, où on a répertorié tous les engagements des acteurs. Alors c'est sur une base volontaire, mais on a les plus grands parce qu'ils sont un peu poussés à être volontaires. Ouais. Et j'engage tous ceux qui ne le sont pas d'ailleurs à nous rejoindre. Oui, parce que c'est pas bon signe si on n'y est pas, d'une certaine façon. Exactement. Et donc ces engagements, on en a fait une base de données, et en plus on travaille avec les acteurs sur le suivi de ces engagements. Donc, dans leurs différents reportings financiers ou dans le reporting qu'ils peuvent faire à l'AMF, la CPR, au superviseur, ils disent où on en est de ces engagements. Ça, c'est des données que vous pouvez trouver aujourd'hui sur l'Observatoire. Et parce que c'est très compliqué, aujourd'hui, vous avez des annonces qui peuvent faire des paragraphes, des communiqués de presse de 10 pages. Vous avez même un décryptage sur le site de l'Observatoire qui vous permet de vraiment comparer, suivant les indicateurs qui sont attendus. Et là, on s'est appuyé même sur des ONG pour dire c'est ça les indicateurs qu'il faut suivre sur la sortie des énergies fossiles. Et donc ça, c'est des analyses que vous pouvez trouver sur l'Observatoire et que vous pourrez trouver demain, et on va y contribuer, au niveau international, j'espère, sur ce One Planet Data Hub qui rassemblera toutes ces initiatives de transparence. Est-ce qu'il peut y avoir une logique de name and shame dans le prolongement de ce que vous faites? C'est-à-dire, comme vous jouez la transparence, on va mettre en avant ceux qui tiennent les engagements et à contrario... Les données sont en open data. Nous, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, on travaille vraiment avec les acteurs. Nous, on a un peu ce positionnement. C'est un projet public-privé. On est co-financé par l'Union européenne pour essayer de déployer ce projet. On travaille avec les acteurs pour collecter la donnée. Donc, on met la donnée à disposition.
cette donnée est à disposition. J'espère que des académies vont s'en servir pour faire des analyses. J'espère que des ONG vont s'en servir peut-être pour alerter s'il y a des problèmes. En tout cas, outre que le NMHM, c'est sûr que, vous le disiez tout à l'heure, vous me citiez des milliards, des investis ou investis. Surtout, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une compréhension, d'utiliser des méthodologies pour savoir si, globalement, ces investissements, est-ce que c'est un impact réel sur l'économie et est-ce que ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs 2050, neutralité net zéro. Voilà, pour le dire très concrètement. Et ça, c'est compliqué. C'est un de nos objectifs, vraiment, c'est une de nos feuilles de route, mais il faut arriver à utiliser des méthodologies communes pour l'ensemble des acteurs. Donc, vous imaginez les spécificités métiers différentes entre les banquiers ou un assureur, tu as des métiers différents. Et voilà, donc on essaye d'aller dans cette direction-là, et en tout cas c'est un objectif, et j'espère revenir dans quelques mois, quelques années pour présenter ça. Voilà, on refera le bilan. Merci Raphaël Lebel, et à bientôt sur Bismart. On ouvre notre débat, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Le mois de l'économie sociale et solidaire. Au menu, je vous présente mes invités. Antoine Détourné, bonjour, bienvenue. Vous êtes délégué général de ESS France. Marthe Corpet, bonjour à vous aussi, bonjour. Bienvenue. Responsable affaires publiques et animation de réseau chez ESS France. C'est quoi ESS France? Peut-être présenter, vous fédérez plusieurs organisations, c'est ça? Alors ESS France, c'est... ou Chambre française de l'économie sociale et solidaire, mais on peut faire plus court. Oui. Pour autant, on est la voie de référence de l'économie sociale et solidaire. On rassemble les grands réseaux et organisations des entreprises de l'ESS dans notre pays. Alors, quelques chiffres. 154 679 entreprises, mais c'était des chiffres 2018, donc vous me direz à quel point ça a pu progresser depuis. 212 000 établissements employeurs, 22 300 000 salariés, dont 69% de femmes. Et ça, c'est intéressant, 10% du total de l'emploi salarié en France, 13% du total des emplois privés salariés en France. Est-ce que c'est un secteur en croissance? Est-ce que ces chiffres sont en progression? Alors, on ne parlera pas forcément de secteur, mais plutôt de modèle économique. Oui. Ce qui est sûr, c'est que, bien évidemment, comme toute l'économie sociale et solidaire a connu une baisse pendant la pandémie. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle repart plus vite. C'est que l'emploi, comme il est connecté aux besoins humains fortement, eh bien, il est amené à répondre aux enjeux qui se posent en sortie de confinement et en sortie de pandémie, donc ça redémarre plus vite que d'autres modèles économiques ou d'activité. Oui, vous parlez de modèle économique, mais justement, quand on se retourne un peu sur cette période de pandémie, ça a été souvent l'occasion pour des salariés de se poser la question pourquoi je travaille, pourquoi je fais ce métier, ou à des étudiants de se dire tiens, je vais peut-être prendre une autre voie. Est-ce que ça bénéficie d'une certaine façon, cette quête de sens, à l'économie sociale et solidaire? Sans doute, ça bénéficie. C'est trop tôt pour les. On voit quand même arriver de nouvelles générations qui veulent travailler dans l'économie sociale et solidaire, mais surtout qui créent de nouveaux types d'entreprises, qui se disent c'est comme ça que je veux travailler, c'est comme ça que je veux créer de la valeur autrement. Et donc cette génération, elle va changer l'économie sociale et solidaire. Il est encore un peu tôt pour lui donner de la visibilité, mais on voit des petites pépites émerger partout dans la transition écologique, dans le lien, dans la santé, dans la relocalisation des activités. Et c'est très prometteur. Et notre travail, c'est aussi de leur mettre des coups de projecteur. Et je pense qu'on entre dans une période assez propice pour cela. Et notamment ce mois de novembre, puisque c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Marthe Corpet, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, pendant le mois de l'ESS, on va mettre un énorme coup de projecteur sur l'économie sociale et solidaire dans les territoires, au quotidien, au concret, dans beaucoup de villes en France, dans les territoires ruraux, dans les territoires urbains. L'objectif, c'est surtout de se dire, on se donne 30 jours pour découvrir quelle opportunité, comment l'ESS est un formidable levier de transition, d'engagement d'innovation, de nouveautés, de nouveaux emplois, de nouvelles expertises, et ce, dans l'ensemble des secteurs d'activité. Vous allez retrouver des événements, autant de fresques sur le climat à Guingamp, que d'ateliers pratiques sur la couture zéro déchet dans l'Aude. Voilà, il y a énormément d'initiatives. Au total, nous en rassemblons à ce jour plus de 1000 référencés sur notre site lemois-ess.org. Oui, avec 3 grandes thématiques. La finance solidaire, alors on vient d'en parler juste avant, donc bon, on va peut-être pas repasser du temps dessus. Les achats responsables, la réduction de déchets. Sur les achats responsables, est-ce que vous diriez que c'est l'occasion de faire de la pédagogie auprès des entreprises, mais aussi auprès des collectivités locales ?
auprès des collectivités locales, évidemment. Elles sont acheteurs, elles ont des relations et elles sont au quotidien, des leviers contact, d'action qui sont importants. évidemment. Et puis elles sont au quotidien en contact des acteurs économiques et des citoyens. Je pense qu'il y a aussi un levier citoyen autour de la consommation. Nous sommes chacun responsables finalement de pouvoir transformer cette économie. Et lors du mois de l'économie sociale et solidaire, si on a créé cette année pour la première fois cette semaine des achats socialement et écologiquement responsables, c'est aussi pour répondre à une demande qui monte. On a eu la loi AGEC qui a été adoptée il y a 2 ans et qui ouvre des perspectives sur la question des achats responsables. Donc le fait de faire cette semaine, c'est finalement de mettre en avant tout ce qu'il est possible de faire avec l'ESS. Et pour le coup, les frontières sont vraiment très très loin. C'est-à-dire qu'il y a un horizon des possibles qui est énorme avec l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire quoi? Je reste sur ces achats responsables. Ça veut dire que une entreprise ou une collectivité locale, elle n'aura pas forcément le réflexe, elle ne saura pas forcément qu'il y a une alternative en économie sociale et solidaire. Donc ce mois, il sert aussi à ça. Évidemment, quand les acteurs se mobilisent, qu'ils expliquent ce qu'ils font, qu'ils montrent que dans le secteur des biens ou des services, quels que soient les secteurs, on est en mesure de proposer une offre et de proposer une solution, évidemment que ça aide les collectivités à identifier les acteurs, à se mobiliser, à savoir que c'est possible en fonction de critères qui sont les critères prix, mais pas que, aussi de la qualité de production, de la prise en compte des externalités, de la prise en compte des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, puisque l'ESS, elle propose une performance globale. Elle n'est pas qu'une performance économique, elle propose aussi une performance économique, mais elle associe un certain nombre d'autres critères. Et c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant dans le cas des achats socialement et écologiquement responsables. Si on fait un bilan des années précédentes, je vous posais la question à l'un et à l'autre, pour voir à quel point ce coup de projecteur, comme vous dites, peut avoir de l'effet. Vous diriez quoi, Antoine Détourné? Est-ce que vous avez des exemples d'années précédentes où finalement le mois là, de l'ESS a créé des interactions entre justement une entreprise, une start-up, etc. etc. Ce qui est sûr, c'est qu'au fil des années, le mois de l'ESS a permis beaucoup de rencontres. Ce qui est difficile de dire, c'est l'impact réel, mais parce qu'on ne le maîtrise pas et parce qu'il est toujours très territorialisé. Nous, on le regarde un petit peu d'en haut, on crée le cadre pour qu'il se développe, mais en même temps, on est très content quand ça nous dépasse. Mais évidemment que si aujourd'hui, il y a des nouvelles coopérations qui se créent, si des gens se saisissent de nouveaux possibles. On pourrait citer tous ces commerces de proximité, toutes ces organisations de circuits courts, etc. etc. Le fait qu'il y ait une énorme chambre d'écho tous les ans, on pense que ça compte sur le fait qu'il y ait plus de notoriété. Le chiffrer aujourd'hui, c'est bien difficile. On sait qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui participent à ces événements, qui saisissent l'occasion pour aller pousser la porte de la ressourcerie, de l'entreprise d'insertion, de l'association d'aide à domicile qui est juste à côté de chez eux, pour voir ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent consommer, comment ils peuvent parfois aider, apporter des compétences. Et je pense que c'est au final on est plus dans le champ de l'évolution des représentations par rapport au mode de production et de consommation. Et ça nous va bien de ne pas savoir complètement mesurer l'impact, mais de se dire on est sur une grande trajectoire et on est sûr, année après année, qu'elle se développe en matière de connaissance de l'ESS et de développement. Et puis, on a des belles histoires. Il existe des belles histoires sur le mois de l'ESS. On le voit aussi avec les prix que nous remettons chaque année à des initiatives où là, on choisit un coup de projecteur vraiment spécifique. Il y a 12 prix régionaux et 2 prix nationaux. Et si je vous donne un exemple, celui de l'année dernière, on a remis les prix nationaux à 2 structures. Une structure qui s'appelle les Compagnons Bâtisseurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur et une autre qui s'appelle Bateau. Et je pense qu'on a fait découvrir à énormément de monde qu'il est possible de créer des sociétés commerciales de l'ESS extrêmement innovantes. Bateau, c'est une entreprise qui récupère des bateaux de plaisance et les transforme en logements sociaux pour les vacances, pour le tourisme social. Évidemment, ça leur a permis d'avoir une visibilité assez importante, mais surtout d'expliquer qu'en fait, il n'y a jamais pas de solution. Il y a une solution à partir du moment où il y a des individus, où il y a des gens qui se regroupent, qui se mettent en collectif et qui essayent de faire le lien entre la réduction des déchets d'un côté, puisque ces bateaux de plaisance ne sont pas toujours récupérables, donc là, ils les réemploient, et puis le tourisme social et une visée d'accès à tous aux vacances et autres. Donc voilà par exemple des belles histoires et je pense que les collectivités ont découvert grâce à ces prix ce genre d'initiative et ça leur crée énormément de visibilité et donc de développement d'activité.
Antoine Détourné, la France prend la présidence tournante de l'Union européenne le 1er janvier. Alors, je vais vous faire un aveu. Depuis 2-3 semaines, j'ai un peu l'impression que dans tous les secteurs d'activité, on me dit « Ah là là, quelle opportunité !» Donc, il va y avoir du boulot. Mais en quoi c'est une opportunité pour l'ESS? Alors là, je pense que c'est pas usurpé. Pourquoi? Parce que pour la première fois, la Commission européenne s'apprête à sortir un plan d'action en soutien à l'économie sociale et solidaire début décembre. Et un des enjeux de la présidence française, ce sera de lui donner un écho et un déploiement le plus complet possible, parce qu'il ne s'agit pas de faire un plan, de mettre des choses qui restent dans des cartons. Il faut que les gens s'en saisissent, il faut que les entreprises en parlent et accèdent aux opportunités qui leur seront ouvertes. Ce qui est sûr, c'est qu'en Europe, l'ESS a gagné aussi en notoriété pendant la pandémie. Parce qu'on s'est aperçu que, bien évidemment, on avait besoin de plus de liens. L'économie sociale et solidaire, c'est pas trop mal faire. Mais aussi, quand il s'est agi pour produire des masques, de sortir je sors ma machine à coudre et je couds dans mon bureau ou dans ma chambre, mais de produire de manière industrielle. Les premiers appareils industriels qui se sont mobilisés en Espagne, en France, au Portugal, en Belgique, ce sont souvent des appareils coopératifs ou d'insertion issus de l'économie sociale et solidaire. Et ça, l'Europe, quand elle pense autonomie stratégique maintenant, elle pense économie sociale et solidaire. Quand elle pense relocalisation, quand elle pense protection des chaînes de valeur et des chaînes d'approvisionnement. Donc ça, c'est bien compris au niveau français. Il y a aussi au niveau européen une volonté de mettre le paquet sur le sujet. Donc je pense qu'on peut dire que la présidence française sera importante sur le sujet. Il y a un sommet européen de l'économie sociale et solidaire aussi. Il y aura un sommet qui tiendra à Strasbourg les 17 et 18 février, où Strasbourg va accueillir l'Europe de l'économie sociale et solidaire. Et on pense que de beaux échanges et puis peut-être des évolutions du droit de l'économie sociale et solidaire en Europe vont en sortir. En tout cas, on fait tout pour. Marthe Corpet, un mot de la campagne présidentielle. Tous les candidats ne sont pas encore officiellement connus. Il y a des processus de désignation à venir. Qu'est-ce que vous en attendez sur, évidemment, votre sujet, l'ESS ? À notre sens, l'ESS constitue une formidable opportunité pour accélérer les transitions dans notre société. Les transitions écologiques, les transitions sociales, les transitions économiques, par son implantation dans les territoires, par la mobilisation et la capacité qu'elle a à donner des débouchés aux attentes des citoyens. On pense que l'ESS peut être au cœur du rendez-vous de l'élection présidentielle, quels que soient les sujets et surtout quels que soient les secteurs, quelles que soient les ambitions. C'est ce qu'on va porter principalement, de remettre l'ESS en tant que levier pour engager ces transitions autour de plusieurs grandes propositions que nous sommes en train de travailler avec nos membres. Nous aurons notre congrès le 10 décembre pour finaliser ces propositions et les exprimer. Et vous avez demandé aux candidats de se positionner par rapport à ces idées, à ces propositions ? Tout à fait. L'objectif, ce sera de les interroger sur les grands axes qui nous importent, comme par exemple comment on avance sur la transformation de notre appareil productif pour qu'il soit plus respectueux du social, plus respectueux de l'écologique. Comment est-ce qu'on avance aussi sur la sortie de crise. Un certain nombre de citoyens attendent aussi des réponses, notamment sur les contreparties aux aides publiques qui peuvent être engagées pour être sûr que la soutenabilité de la dette, qui est évidemment quelque chose d'important, soit orientée vers l'intérêt général. Donc on a un certain nombre d'attentes sur la question aussi du financement des entreprises de l'ESS. Vous savez que l'ESS est quand même assez sous-financé par rapport à ce qu'elle représente. Vous parliez de 14% de l'emploi privé, c'est quasiment un emploi, c'est plus d'un emploi sur 10 en France. Pour autant, les aides qui sont attribuées à l'ESS sont bien inférieures en termes de proportion. Donc évidemment, nous avons des attentes fortes. Et puis, l'ESS est aussi un acteur clé de la transition écologique. Et déjà parce qu'elle en est l'historique dans certains secteurs, dans le secteur de l'énergie citoyenne, dans le secteur du traitement des déchets, l'ESS a une grande part, mais aussi parce qu'elle est en mesure d'assurer cette réflexion, d'intégrer la transition écologique dans son modèle économique. Et donc, dans ce sens-là, on va évidemment porter des propositions autour du financement de cette transition écologique, parce qu'à un moment, il va falloir passer la vitesse supérieure sur ce sujet. Merci beaucoup, merci à tous les deux et bon mois de l'économie sociale et solidaire. Merci On passe beaucoup. à Smart Ideas tout de suite. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec un fonds de capital développement aujourd'hui. Bonjour Marie-Estelle Iorio, bienvenue. Bonjour, merci Vous de me êtes la recevoir. cofondatrice de Fama et Impact, vous l'avez créé l'an dernier. C'était quoi l'idée de Exactement. départ? Quel objectif? L'idée de départ est de financer des entreprises qui ont vocation, au cœur même de leur activité, de délivrer un impact positif sur l'environnement et également de préserver la biodiversité. Vous avez aujourd'hui, je crois, une quarantaine de millions d'euros sous gestion. Exactement. C'est quoi l'ambition? C'est quoi les perspectives pour Fama et Alors, Impact? on a donc
effectivement, comme vous l'avez dit, on a créé le premier fonds il y a 1 an, donc on est toujours en cours de levée. Aujourd'hui, on a levé 40 millions d'euros, avec pour objectif d'atteindre une taille cible du fonds compris entre 100 et 150 millions d'euros. Et notre objectif final, c'est d'accompagner entre 15 et 20 sociétés qu'on peut appeler des pépites de l'environnement et qui, voilà, grâce à leur activité, vont permettre d'accompagner la transition écologique. Comment vous évaluez, comment vous choisissez tout simplement, comment vous évaluez l'impact positif des entreprises dans lesquelles vous décidez d'investir? Alors, c'est effectivement une très majeur, c'est majeur quand on est un fonds d'impact environnemental, exactement. Donc en fait, on va regarder vraiment quel est le business model de la société et on va regarder, quand on va regarder impact, on va vraiment regarder tout l'aspect de la chaîne de valeur du produit ou du service délivré par la société, c'est-à-dire du sourcing à la production, à la distribution jusqu'à la fin de vie du produit. Et on va regarder si effectivement, notre point majeur, c'est de regarder quelle est la tonne de CO2 économisée par le produit ou le service délivré par rapport aux alternatives qui existent aujourd'hui. Et pour ça, on va être aidé d'experts indépendants qui, pendant nos périodes de due diligence, avant d'investir dans les sociétés, vont nous guider. On a également un comité d'impact composé d'experts indépendants dans ces milieux-là qui vont nous aider à nous poser les bonnes questions et à nous aider à mettre des indicateurs d'impact. Et on est aussi aidé par ce qu'on appelle des labels et des référentiels européens qui sont assez bien faits, comme la taxonomie européenne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On en a parlé plusieurs fois ici. Voilà, exactement. Et la taxonomie européenne qui est assez bien faite et qui permet finalement de voir si une société peut être une éco-activité. Et donc, du coup, ce référentiel européen liste les critères que doit respecter la société pour être considérée comme ayant un impact positif sur l'environnement. Oui, ça va vraiment être l'outil de référence du financement vert dans les prochaines décennies. Et qui d'ailleurs est très bien fait. C'est pour ça que l'enjeu sur le nucléaire à l'intérieur ou pas est quand même assez majeur. Pour bien comprendre quels sont vos choix, on peut peut-être parler de vos premiers investissements. Je crois qu'il y en a 6, hein, c'est ça? Exactement. En 1 an, on a réalisé 6 investissements. Spontanément, lequel est peut-être le plus emblématique? C'est toujours difficile de choisir. Ils sont tous emblématiques. Alors, le premier que j'ai sur ma liste, Mascara, c'est quoi l'histoire? Alors, Mascara, c'est une société qui, en fait, produit des unités de dessalement solaire. Donc, une unité de dessalement, ça vient, en fait, permettre de finalement donner accès à de l'eau potable dans des zones où il y a un stress hydrique et qui permet d'éviter d'aller d'aller importer de l'eau potable venant d'ailleurs. Et l'innovation que Mascara a développée, c'est de faire en sorte que l'eau potable que vous allez délivrer grâce à ces unités de dessalement solaire, l'énergie est propre. Parce qu'aujourd'hui, quand une unité de dessalement existe, celle qui existe actuellement, pour 1 mètre cube d'eau, vous avez besoin de 14 litres de pétrole. Ce qui est, chercher l'erreur. Voilà, chercher l'erreur. Donc en fait, l'objectif de cette innovation, c'est de se dire, si on délivre de l'eau potable, il faut absolument qu'on arrive à trouver des solutions durables. En quoi consiste votre accompagnement pour ces jeunes entreprises? Il y a le financement, c'est quoi d'autre? Exactement. Alors, il y a double. Effectivement, il y a le sujet financement, il y a le sujet un apport business, puisque on leur apporte, on investit dans des stades de société qui finalement ont besoin d'accompagnement autre que un apport financier. On n'est pas une banque. Notre objectif, c'est d'être des actionnaires actifs dans les sociétés et de les aider d'un point de vue business et aussi d'un point de vue impact. D'un point de vue business, on les aide sur des sujets stratégiques, financiers. On les aide aussi sur d'autres aspects, puisque l'avantage de notre fonds, c'est qu'on est constitué, on est 4 cofondateurs, 2 plutôt du milieu de la finance et 2 qui sont des opérationnels. Et sur l'impact, très vite, parce que... Oui, pardon, désolé. Et sur l'impact, en fait, on va les aider à mettre en place des indicateurs d'impact et en fait à les suivre pendant toute la durée de notre investissement et vraiment à identifier quels sont les points clés d'impact et on les aide à mettre des plans d'action pour améliorer justement ces sujets d'impact. Merci beaucoup, merci Marie-Estelle Yorio. Bon vent à Famae Impact. J'ai la liste de vos 6 premiers investissements, ça nous donne pas mal d'entreprises. Oui, je vous invite à les recevoir. Ici, notamment dans Smart Ideas. C'est la fin de cette émission, on se retrouve évidemment demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.